Welcome to Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Le monde médiatico-politique vaudois a été pris par surprise au printemps dernier lorsque le journaliste Nasrat Latif a annoncé son engagement politique envisageant de briguer l'investiture pour les élections au Conseil national sous la bannière du PLR. PLR qui vise, je vous rappelle, à devenir le deuxième parti politique en Suisse. Arrivé en Suisse en tant que réfugié à l'âge de 5 ans et ayant vécu comme apatride jusqu'à ses 15 ans, Nasrat Latif a poursuivi des études en sciences politiques avant de s'investir dans les médias privés de Suisse romande en tant qu'homme de radio et de télévision. Aujourd'hui, il souhaite défendre ses convictions au sein de la coupole. Parallèlement à son engagement politique, Nasrat Latif a récemment publié un livre intitulé Accent suisse, j'essaie de le faire avec l'accent, aux éditions Favre. Ce récit autobiographique retrace son parcours et met en lumière les événements marquants qui ont forgé son identité actuelle. Je suis très content de recevoir Nasrat Latif sur le plateau. Bonjour Nasrat. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Comment ça va ? Plutôt bien, de bon matin. Ça me rappelle les années passées en matinale radio. Oui, alors effectivement, tu connais bien ce métier en radio et en télévision d'ailleurs. On ne te présente plus. J'ai fait une présentation, mais aujourd'hui on ne te présente plus. Sauf qu'il y a du nouveau, puisque tu viens de sortir, on va en parler tout à l'heure, et d'ailleurs vous aurez l'occasion de pouvoir gagner le bouquin de Nasrat, Accent suisse. Alors évidemment, je force un peu aux éditions Favre. On en parle tout à l'heure ? Avec grand plaisir. On va parler un petit peu de ce virage, de ce tournant pour toi dans ta carrière et dans ta vie. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de carrière, de passer finalement, on le disait un petit peu hors antenne, de l'autre côté de la barrière, du côté obscur de la force ? Certains diraient effectivement du côté obscur. En fait, pour moi, c'est pas forcément un changement de virage à 180 degrés, c'est une continuité. En fait, pour moi, ce sont les mêmes ressorts en tant que journaliste et en tant que politique, c'est de vouloir avoir un impact sur la société. Mais comme journaliste, Philippe, vous le savez bien, tu le sais bien, on a un bon rôle, on est dans notre studio, on reçoit les politiques et puis on leur donne des points, on leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi j'avais besoin d'être force de proposition. C'est pas le rôle du journaliste, mais c'est le rôle du politique. D'accord. Alors le PLR, pourquoi ? C'est un choix ou c'est une évidence ? Une évidence. Clairement, c'est une question de valeur, la question de la liberté individuelle, la question de la liberté économique et le côté humaniste aussi que l'on retrouve dans une frange assez importante du PLR. Malgré tout ça, aujourd'hui, tu te sens plus journaliste ou homme politique ? Les deux, mon capitaine. Et on est dans un système de milice, donc j'affirme, j'assume et je suis convaincu, je le fais d'ailleurs en ce moment, de pouvoir faire les deux. Pourquoi est-ce qu'on peut être, par exemple, avocat et politique, médecin et politique, et pas journaliste et politique ? Alors, bien sûr, pas de journaliste politique. Question déontologique, ça c'est évident, mais on peut être, comme je le suis, journaliste économique, pourquoi pas journaliste culturel, et être parlementaire. Donc pour toi, on peut concilier les deux ? On peut concilier les deux, encore une fois, parce que nous sommes dans un système de milice. Ou alors on considère qu'un journaliste ne devrait pas faire de la politique, et à ce moment-là, comme pour certaines règles concernant les fonctionnaires de l'État, on leur interdit de briguer un siège au Parlement. Pourtant, le PLR, la droite avait lancé une initiative justement qui visait à avoir une espèce d'organe de contrôle, notamment sur les journalistes, qui pouvaient peut-être avoir des tendances d'être plus à droite ou plus à gauche. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je prône la transparence. C'est pas tellement de savoir s'ils sont plus à gauche ou à droite. Le but de ce texte au niveau vaudois est de savoir en fait quels sont les liens d'intérêt. Si en tant que journaliste politique, par exemple, on est membre de telle association ou de tel groupement, c'est peut-être intéressant de le savoir si ce groupement, par exemple, ou cette association a des engagements politiques. Donc c'est une question de transparence. Les journalistes font un métier public comme les politiques. Je trouve ça pas problématique, en tout cas, d'avoir ce genre de démarche. C'est souvent les journalistes à droite qui se lancent en politique. On prend l'exemple de Fatih Derder, on doit certainement te comparer régulièrement à lui. Et je ne suis pas Fatih. J'admire beaucoup son parcours, mais nous sommes deux personnes différentes. Oui, mais Jean-Charles Simon aussi. Est-ce que c'est des exemples quand même pour toi ? Absolument, ce sont des références, des gens qui ont réussi à faire le pas, à gagner finalement ce pari qui est quand même assez important, de changer de carrière et de passer de l'autre côté du miroir d'une certaine manière. C'est vrai que c'est surtout des journalistes de droite ou du centre-droit qui se lancent en politique comme candidats. Par contre, il y a beaucoup, peut-être même plus de journalistes
plutôt à gauche, qui se lancent aussi en politique, pas forcément pour des mandats électifs, mais vous regardez un petit peu l'état-major des magistrats, il y a beaucoup d'anciens journalistes qui sont autour d'eux, de ces magistrats de gauche. Le fait d'avoir passé par la case journaliste avant de se lancer en politique, ça aide quand on est en interview, comme maintenant par exemple, pour avoir les bonnes réponses? Pas forcément, vous savez ce qu'on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc c'est toujours assez particulier d'être de l'autre côté du miroir, mais bien sûr, en fait, on connaît les règles du jeu, on a peut-être l'expérience, mais c'est pas forcément un atout aussi, parce que on vous regarde peut-être avec plus d'attention, de méfiance, en disant vous avez justement ces codes-là. Attention, donc c'est pas forcément un plus, toujours. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait, c'est ça? On n'a jamais le droit à l'erreur, mais pourtant, en fait, c'est humain, donc on ne va pas se mettre la pression par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu es en campagne, donc tu es plus, ces jours-ci, plus l'homme politique ou plus le journaliste? Ça dépend des moments de la journée. Donc il a 2 journées, c'est ça? Plus parfois. Même plus, ouais. Tout à fait. Là, par exemple, c'est plutôt le candidat au Conseil national dans le canton de Vaud sur la liste PLR qui te parle, qui se présente, mais en fonction de la journée, j'ai des interviews dans le cadre d'autres émissions, et là c'est le journaliste, et c'est très important de pouvoir aussi marquer la différence, et puis de savoir qui on est, en fait, finalement, au moment de la prestation, là en l'occurrence pour cette interview. Pas évident pour moi d'interviewer l'intervieweur quand même. Quels sont les sujets que tu envisages d'apporter, de débattre sur la coupole fédérale? L'assurance maladie, par exemple, c'est un sujet que tu vas défendre? Absolument, et je me suis battu d'ailleurs sur ce sujet-là. On a connu ce coup de massue. Hier, c'est 9,9% de hausse en moyenne pour le canton de Vaud, donc c'est énorme. Et en fait, il y a des choses, et je l'ai dit dans la presse, bien sûr, il faut réformer le système de santé. C'est inacceptable que l'on arrive avec de telles hausses, et ça grève de plus en plus le budget de la classe moyenne et même de la classe moyenne supérieure, celle qui n'a pas de subside en fait de ces assurances maladie. Bien, une chose très simple qu'on peut déjà faire et qu'on ne fait pas assez, c'est respecter la loi. Ça veut dire s'assurer d'avoir les contrôles qui sont faits, parce qu'il y a énormément de facturations frauduleuses qui sont réalisées et on n'a pas assez de moyens sur ces contrôles, et ça peut, à l'échelle de la Suisse, sur l'ensemble des contrôles, des facturations, ça peut représenter, et l'émission ABE l'a relevé hier soir sur la RTS, ça peut représenter plusieurs milliards d'économies par an. Donc juste ça, en fait, ça permettrait quand même d'adoucir. Et puis ensuite, effectivement, la réforme du système est incontournable, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors que les contrôles, c'est relativement facile, et surtout, il n'y a pas besoin de changer la loi. Ça, c'est une des batailles que tu vas mener? La bataille, en fait, de s'assurer qu'on arrête, en fait, qu'on limite un maximum cette espèce de serrage que l'on a auprès justement de la classe moyenne, où on a l'impression d'être de plus en plus plumé, en fait, avec l'inflation qui joue un grand rôle là-dedans aussi. Après, il y a un autre élément, parce que ça, c'est pour limiter finalement ces hausses de coûts de manière générale, ça c'est une chose. Et puis de l'autre, assurer aussi l'essor de notre place économique. Parce que notre prospérité, elle est extrêmement importante, et il nous faut une économie forte. Et on a tendance un petit peu à oublier à quel point la Suisse a des atouts qu'il faut conserver. Ça, c'est déjà le premier point. Et on a un peu tendance, je trouve, en Suisse, à nous reposer sur nos lauriers. Ouais. Mais ça, c'est le PLR qui va jouer cette carte-là, justement, aujourd'hui? Oui. Je pense que le PLR est quand même non seulement le parti qui a contribué à construire la Suisse moderne, en fait, les 175 ans de la Constitution, et puis c'est effectivement le parti de l'économie. Donc oui, je pense que le PLR est bien placé pour défendre l'économie. Merci Nasrat Latif d'être avec moi ce matin pour nous parler de ce virage quand même dans cette carrière qu'est la tienne aujourd'hui. Et puis on va parler de ton bouquin tout à l'heure, parce que tu as plusieurs vies, tu l'as dit, journaliste, homme politique et écrivain presque aujourd'hui. Je prétendrai pas être écrivain. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger ce livre. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Nasrat Latif, qui sort et qui publie un bouquin aux éditions Favre, Accent Suisse. Accent Suisse, réfugié, entrepreneur, citoyen. Il manque un truc, il manque pas hyperactif là. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Non, c'est une vie de fou quand même. C'est une vie que j'adore mener, parce que c'est pas une question d'être hyperactif en fait, c'est une question de donner des défis. On gagne des compétences forcément lorsqu'on a une expérience quelle qu'elle soit, et la question, une fois qu'on est enrichi de cette expérience, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Soit on en parlait juste hors antenne à l'instant, soit on se repose sur ses lauriers, on fait rien, on se dit c'est bon, j'ai atteint ce palier et j'y reste, ou alors
comme moi, peut-être, on a besoin de nouveaux défis, de passer le palier supérieur. Donc, c'est dans cette démarche-là, en tout cas, que les choses se passent. À quoi ressemble la journée de Nasrat Latifi? Il se lève à quelle heure le matin, Nasrat? En ce moment, très tôt. En ce moment, c'est 5h, 5h30. Et puis, selon les soirs, ça peut être... Alors, là, c'est important quand même de se coucher relativement tôt, parce qu'on ne peut pas se lever, et tu le sais bien, Philippe, aussi tôt, et puis se coucher tard, à moins qu'on fasse une grosse sieste dans la journée. Mais non, la règle, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, même si je suis à l'extérieur, pour moi, c'est 22h. Dans la mesure du possible, il faudrait que je sois à la maison, si possible, au lit. Ouais. Mais ce soir, tu vas coucher tard, il y a une soirée spéciale ce soir, non? Ce soir, effectivement, c'est ma soirée de soutien à Lausanne. Les gens sont bienvenus. Vous pouvez aller voir ça sur latif.ch pour les informations. Là, ce soir, je vais finir tard et je me lève aussitôt demain. Mais ça, c'est l'exception. Et on peut de temps en temps faire un petit écart sur ce programme-là. Et ce sera le cas ce soir et demain. Bien sûr. Alors, ce bouquin, Accent Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil, c'est un carnet de route. Comment tu le... C'est une autobiographie aussi, c'est un mémoire aussi en quelque sorte. Comment tu le décris? C'est quoi le mot qui convient? Je dirais que c'est un modeste récit d'un jeune réfugié qui vient d'un pays très loin, qui arrive à l'âge de 5 ans en Suisse et qui se construit. Et il y a des gens, des contextes qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et qui m'ont permis de réussir une intégration dans la société vaudoise, dans la société suisse, qui fait que j'ai pu devenir journaliste, être à l'antenne, qui fait que j'ai pu lancer mon entreprise, ma société de communication, et qui fait aujourd'hui que je peux me présenter aux élections fédérales. Et ça, je trouve extraordinaire. Je connais peu de pays, par exemple, où un agriculteur peut devenir président. Et c'est le cas de notre pays. Voilà. Merci pour cette explication. J'aimerais que tu nous lises... les premières lignes, page 5, le début de ton livre. J'aimerais bien parce que ça va nous permettre de planter le décor, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc le livre débute ainsi. Le vertige. Je comprends qu'un événement inédit est en cours en sortant de ma journée de classe au gymnase du Bugnon. Des passants s'agglutinent en face du magasin d'électronique en bas de la rue de Bourg, médusés devant les écrans de télévision installés en vitrine. Un avion, 2 tours. Durant le trajet en bus, j'allume puis éteins frénétiquement mon attel, comme s'il pouvait déjà me tenir informé de la situation alors que l'appareil n'est pas encore connecté au monde. Arrivé à la maison, je me jette aussi sur mon téléviseur. Partout, sur toutes les chaînes, la même scène qui se joue encore et encore. Ces avions, ces tours. Puis je saisis que l'histoire se déroule là, sous mes yeux. Je décide de rester sur la une où Xavier Collin officie. Blême. D'une voix tremblante, il ne semble pas croire à ses propres paroles. Des chasseurs volent à présent dans le ciel de Washington. Il semblerait qu'un 3e avion se dirige vers la capitale. La Maison Blanche est évacuée. Et à cet instant, l'évidence. Je serai bien journaliste, historien du présent. Je ferai vivre l'antenne, comme on dit dans le métier, et comme le fait si bien Philippe Morax. Ouais, merci. C'est ça qui a véritablement déclenché qui tu es aujourd'hui, alors? C'est ça qui a déclenché en fait le fait de me dire je veux faire la confirmation que je veux faire ce métier. Parce que j'ai lancé mon petit journal qui a duré quand même de mes 13 ans à mes 18 ans. Après, à cet âge-là, on se tâte, on se dit tiens, et si je devenais artiste, et si je faisais ça, j'essaye ça. Et puis c'est un événement qui a été marqueur pour toute une génération, pour tout le monde. On le sait bien, chacun se souvient ce qu'il faisait au moment précis où il a appris l'attentat du 11 septembre. Et pour quelqu'un dont l'ambition était de devenir journaliste, c'est clair qu'un événement comme ça, on se rend compte de l'importance de l'information. Et en l'occurrence ici, l'importance du live, du direct. Et c'est ça, en fait, surtout qui m'a fait chercher plutôt l'audiovisuel que la presse écrite. Alors, dans ce livre, on voyage dans le temps. On commence en 2001, tout d'un coup on se retrouve en 1987, après on est nouveau en 2013, etc. etc. C'est volontaire aussi de vouloir un petit peu... c'est des moments clés comme ça que tu as voulu mettre dans un ordre bien précis? Oui, en fait, je voulais pas forcément faire ça de manière très linéaire, un peu scolaire, en commençant par le plus ancien au plus récent. C'était plus de dire, voilà, j'ai plusieurs éléments que dont j'aimerais parler pour comprendre comment on peut passer, quels sont les ressorts finalement qui font qu'aujourd'hui,
je me présente comme candidat aux élections pour le Conseil national. Et puis, ce qui est important, c'est la teneur du récit et pas tellement la chronologie. Donc, je suis navré, Philippe, si ça t'a dérangé un petit peu qu'on parte d'avant en arrière durant la lecture. Non, mais je voulais savoir s'il y avait une raison particulière. Mais tu te réponds très bien, il n'y a pas de souci. L'accent suisse, tu arrives à le faire ou pas? Il paraît que j'ai quand même déjà un accent vaudois, et je trouve qu'il est suffisant, et c'est ça que je trouve génial aussi et incroyable dans ce pays, c'est qu'on est un tout petit pays, et même en fait dans un même canton, vous allez, je sais pas, en Valais par exemple, vous n'allez pas avoir le même accent d'une vallée à l'autre, et ça fait aussi justement la richesse. Donc l'accent suisse, c'est beaucoup de choses, et c'est beaucoup d'accents. Ça peut être l'accent vaudois, ça peut être l'accent valaisan, ça peut même être l'accent genevois. Fier d'être vaudois, fier d'être suisse? Absolument, très fier d'être citoyen de ce pays qui permet autant de possibilités à quiconque veut travailler et à quiconque veut se battre. Il connaît l'hymne vaudois, il connaît les paroles de l'hymne national suisse? Alors, je connais, ayant fait l'armée, je vais être honnête, Philippe, je connais peut-être le premier verset. Vraiment, absolument. Très bien. Allez, ce titre-là, Ali Farka, je t'ai demandé quel était le titre ou la musique ou la chanson qui avait une résonance pour toi, et tu m'as donné cette référence. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est magnifique, cette chanson. Donc c'est Ali Farka Touré, qui est décédé il y a presque 20 ans maintenant, artiste malien. Là, il a collaboré avec Guy Ruder, qui est en fait... Couder, pardon, qui est les deux sont parmi les meilleurs guitaristes au monde. Et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus de punchy le matin, mais alors ça, c'est très beau. En fin de journée, vous êtes tranquillement assis, vous avez une grosse journée, vous écoutez ça, peut-être avec un petit verre de rouge. Et là, ça se passe super bien. Je trouve qu'il y a une sincérité dans cette mélodie. Il parle de confiance, l'importance d'avoir confiance en soi pour avoir confiance aux autres. Et on sent toute l'âme du blues dans cette musique-là. Et ça me parle énormément. Merci pour ce moment, Nasrat. Merci, Philippe Morax. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Du bonheur, et que ça continue surtout. Eh ben, on te le souhaite, en tous les cas. Bravo, on tient les pouces pour la suite. Ce soir, soirée de soutien. Soirée de soutien. Tu vas coucher tard. Il y a des chances. Donc heureusement que je t'ai pas invité demain matin, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est parfait. Ça aurait été un peu plus compliqué. Tu m'aurais vu dans un autre état. Et puis je vous rappelle qu'on vous offre le livre de Nasrat Latif. Vous allez sur le site mlemedia.ch et sur nos réseaux sociaux où vous participez. Vous pouvez gagner le livre de Nasrat aux éditions Favre. Accent suisse. Merci beaucoup. Merci, bon vent Philippe. à toi. Et la porte est grande ouverte, tu viens quand tu veux. Merci, bonne journée à tous. Salut Ciao. Nasrat. M le média.